Bonjour à tous et bienvenue dans la Taverne du Gamer. Je suis Kira, accompagné cette semaine de Sid. Bonjour Sid, comment vas-tu ? Bonjour Kira, bonjour à toutes et à tous. Un plaisir de vous retrouver, de te retrouver Kira, comme d'habitude. Je le dis tout de suite, je suis rincé. La semaine a eu raison de moi, je pense que j'ai au moins 2 jours de retard de sommeil. Mais tout va bien. Ça va, 2 jours, ça va. Moi, je dois être à peu près à 3 ans de retard de sommeil. Ça va, j'ai encore de la marge alors du coup. Mais rincé, mais tout de même, j'ai joué à Elden Ring. Donc en plus, tu joues à Elden Ring fatigué, tu vois, je dois vraiment... Oui. Je m'en veux presque à moi-même, je crois, mais en tout cas, je suis prêt pour le DLC. Donc là, on enregistre jeudi soir. Donc le DLC, c'est tout à l'heure à minuit. Donc je suis prêt. Je suis pile devant. J'attends. Tu vois, je suis au taquet. Mon perso est tout nu, sans équipement, et je suis prêt à me faire rouster, quoi. Ouais, exactement. Bon, on attend ton test avec impatience, en tout cas. Bah écoute, oui, ce sera un test sanglant, je l'espère. C'est toi qui t'y colle. Bah écoute, avec plaisir. Donc moi, ma semaine, voilà, elle se résume à ça, mais j'espère que tu vas nous faire un peu plus rêver que moi, donc on t'écoute. Alors, cette semaine, j'ai fini mon jeu de la semaine, du coup, que je vais tester tout à l'heure. Grand jeu. J'ai recommencé, oui, grand jeu, tout à fait. J'ai recommencé la série The Boys 2.0. Comme la saison 4 vient d'arriver, je suis reparti au premier épisode, histoire de patienter le temps que les 8 épisodes de la saison 4 sortent. Et c'est toujours un putain de kiff, hein. J'ai fait 1 saison et demie en 3 jours. Donc, non, c'est vraiment très 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 bien et très agréable. Je pense faire une chronique sur les 4 saisons à la fin. Excellent, t'as raison. J'ai participé à une projection test d'un film qui sort l'année prochaine et c'était une expérience super sympa. En fait, tu vois un film qui est en cours de montage, donc ça sera pas forcément le film final. Les effets spéciaux sont pas terminés, les musiques sont encore provisoires, tu vois. Ouais. Et suite à ça, tu réponds à un questionnaire d'environ 20 minutes et il y a une table ronde avec un des producteurs où tu es filmé et tu dois dire ce que t'as pensé du film, ce que t'as aimé, ce que t'as pas aimé, pourquoi, comment et tout. Et c'était vraiment très très cool de voir un peu l'envers du décor, en tout cas. Là, je vais voir Vice Versa dimanche matin, donc je suis très pressé également. Donc, on va attaquer le sommaire, mais juste avant, est-ce qu'on va faire, pour changer, un petit point réseaux sociaux en début d'épisode ? C'est vrai, on en a parlé par message, je pense que tu avais oublié. Complètement. Tu m'as pris de court même, parce que j'étais prêt à sortir le sommaire, mais tu le fais, je le fais. Enfin, on réclame des choses. Dès le début d'épisode, on réclame des choses. En fin d'épisode, vous êtes peut-être assoupi et on vous en voudra pas, mais au début, vous êtes attentif. Je l'espère. Non, mais en fait, petite aide qu'on vous demande, mais pour soutenir la Taverne du Gamer, c'est 5 étoiles sur les applications de podcast. Ça aide au référencement, ça nous fait du bien. Et en plus, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux, tous les réseaux X, c'est vrai que ça me fait toujours bizarre de dire X, mais Twitter, Facebook, Insta, notre site web. Mais surtout, pensez aux 5 étoiles sur l'application de podcast, ce serait vraiment... On nous demande souvent comment nous soutenir. Et c'est le meilleur moyen de nous soutenir. C'est vrai, j'ai encore reçu des messages, on n'a pas de Tipeee, de Patreon, de choses comme ça. Non. Si vous voulez vraiment nous soutenir, c'est les étoiles et de partager les épisodes, n'hésitez pas. C'est vrai que vous êtes très nombreux à nous écouter, et du coup très nombreux à nous demander comment, et ça c'est vraiment la meilleure solution en tout cas pour nous, parce que déjà ça nous fait chaud au cœur, et puis à partir de là, rouler jeunesse comme on dit. Je laisse attaquer le sommaire pour que je mange un pèse. Vas-y. Allez, mange ton petit pèse. Et le sommaire, donc on va débriefer le Nintendo Direct, comme ça nous aurons fait tous les constructeurs, les gros constructeurs, donc le State of Play, le Xbox Showcase, la Summer Game Fest et du coup le Nintendo Direct. Ensuite, on passe sur le test d'un jeu légendaire, donc Star Wars KOTOR. En plus, il y a une nouvelle hype un petit peu Star Wars en ce moment, donc le test tombe à pic. Et on se fait plaisir avec un petit peu de rétro gaming, vous savez que c'est aussi une passion. Et enfin, on finit sur une petite bande dessinée, mais... pas que, elle s'appelle Kaya, elle est pleine de surprises. C'est une chronique assez courte, vous allez voir, mais elle réserve son lot de surprises, donc restez bien jusqu'à la fin. Encore un beau programme, c'est parti. Allez, go, c'est parti. Nintendo Direct est arrivé, beaucoup de gens l'attendaient, et toi, est-ce que tu l'attendais ? Est-ce que tu as été déçu ? Est-ce que tu as aimé ? Dis-nous tout, qu'as-tu pensé de ce rendez-vous de Nintendo ? Parlons peu, parlons bien. Déjà,
le Nintendo Direct annoncé un petit peu en catimini au dernier moment comme ils aiment le faire. On savait pas si à la Summer Game Fest ou en tout cas dans cette période Nintendo allait prendre la parole et ils l'ont fait. Donc une conférence Nintendo Direct d'une 40aine de minutes je crois où il y a eu une 30aine de jeux présentés, donc beaucoup de contenu. Ça a été dur de faire un top d'ailleurs. Et Kira, tout de suite je le dis, j'ai passé un très bon moment dessus. Pour moi j'ai trouvé que c'était une conférence presque incroyable, j'ai noté ce mot-là, c'est pour ça que je le dis, mais pour une simple et bonne raison, c'est pas pour mettre bien Nintendo, mais c'est parce que j'ai retrouvé vraiment qu'il y avait l'ADN Nintendo. C'est une conférence qui a bien représenté leur marque, et aussi avec, pour moi, je trouve vraiment la quintessence du jeu vidéo. C'est des jeux à gameplay, c'est des jeux ludiques, c'est des jeux fun à plusieurs. On va citer les Mario Party, Mario Duo, Donkey Kong, enfin plein de belles choses. Et c'est un peu ce que je disais, tu sais, Kira, dans ma chronique de Mario Wonder. En fait, Nintendo, c'est le gameplay, c'est le fun, c'est le ludique. Et ça, je l'ai vraiment retrouvé dans cette conférence. Donc, en ça, tu vois, là, tout de suite, en quelques mots, franchement, j'ai beaucoup aimé. Alors, je suis en phase avec toi, j'ai beaucoup aimé cette conférence, enfin, du moins, ce Nintendo Direct, sachant qu'en plus, on parle de la Switch, une console qui est quand même en fin de vie. On a eu énormément de jeux qui ont été annoncés, peut-être encore un peu trop de remaster à mon goût, mais comme tu dis, c'était des jeux à gameplay, on a eu énormément de styles de jeux différents, il y en a vraiment pour tous les goûts, pour tous les univers. Même si on reste dans l'univers Nintendo, je n'ai pas eu le jeu que j'attendais, j'avoue, donc c'est mon petit bémol, j'en parlerai en fin de conférence. Mais en tout cas, voilà, je suis en phase avec toi. Là où j'ai été vraiment, ce que j'apprécie avec les Nintendo Direct, c'est comme tu dis, ils sont annoncés un peu à l'arrache en catimini, et ça c'est bien parce que ça évite, ça te laisse pas le temps de trop spéculer. Tu prends comme ça vient, et voilà. Moi, je sais que je l'ai écouté tranquillement avec 2-3 personnes, et vraiment pour la plupart, on était vraiment très conquis. Et je vais te dire quelque chose, Kira. J'ai trouvé que cette conférence, mais c'est ça que j'aime aussi dans la richesse du jeu vidéo actuel, c'est que la conférence, elle était un peu antinomique avec celle d'Xbox, mais encore une fois, absolument pas dans l'idée de la mettre en opposition avec la conférence ou alimenter quelconque guerre des consoles, mais en fait, Xbox a envoyé du très lourd avec des AAA, des gros trailers, des jeux très ambitieux, des très grosses productions, et on retrouve Nintendo qui, encore une fois, contre-courant, te sort des jeux en 2D, HD, te sort des jeux que sur le gameplay, des jeux de sport un peu très ludiques, très fun. Donc vraiment, c'est ça que je trouve qui est très fort avec Nintendo, c'est qu'ils arrivent à apporter quelque chose dans le secteur du jeu vidéo qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Et en plus, pour garder une sorte de cohérence avec ce que je disais dans les autres émissions, pourquoi j'aime autant cette conférence, c'est qu'on a du jeu, et on a du jeu qui sort, là on en a en septembre, en octobre, en novembre, en décembre, en début d'année prochaine. En fait, ils nous ont sorti plein de jeux qu'on n'attendait pas, qui arrivent tout de suite. Donc, tu vois, voilà, on regarde ça, on sait à quoi on va jouer si on est consommateur de la Nintendo Switch. Et ça, pour moi, c'est un vrai tour de force, et tu l'as dit pour finir, sur une console en fin de vie. Donc vraiment, c'est pas rien, je trouve, ce qu'ils ont fait. Oui, c'est vrai, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus terne, tu sais, vraiment le crépuscule de la Switch, et en fait non, ça pourrait même être la dernière conférence Switch, bah ok, pas de problème, ça finit avec les honneurs en tout cas. Un beau catalogue, ouais. On va commencer, on va faire notre top 3 comme on a fait sur les précédentes conférences. Je vais te laisser commencer sur ton numéro 3 du coup de la conférence, le jeu qui te hype le plus, du moins des 3 jeux qui te hype le plus en tout cas. Ça n'a pas été simple, mais en fait, j'ai voulu choisir pour le numéro 3 un jeu qui n'est pas une grosse licence Nintendo, justement, parce que ça fait partie des petits reproches que j'aurais pu donner à la conférence, c'est qu'on voit toujours un peu les mêmes licences. Donc là, j'ai sélectionné un truc que je n'ai pas du tout vu venir, qui s'appelle Mio Memories in Orbit, qui sort par contre en 2025 sans plus de précision, et c'est une sorte de Hollow Knight avec une direction artistique très manga, très pastel, très coloré, très pastel, très dessin animé. Ouais, mais tu vois, une sorte de Castlevania-like pour décrire vraiment aux personnes qui sont moins aguerries sur ces styles-là, mais on voit son personnage vu de côté, on évolue dans des niveaux qui sont des tableaux avec des phases d'action, de saut, etc. Sans doute des secrets à trouver. Enfin, j'ai trouvé que c'était très rafraîchissant. C'est un style de jeu en plus qui, moi, m'est cher, tu le sais bien. Et en plus, c'est pas de la grosse licence Nintendo que j'aurais pu sortir dans le trop. Donc bravo pour cette originalité et une direction artistique qui est vraiment magnifique pour le coup. Bah tu vois, tu m'as pris de court parce que moi c'est mon numéro 2. Ah mince, ok. Bon, on aura nos mentions honorables de toute façon.
Voilà, moi c'est mon numéro 2 que j'avais mis dans la conférence en tout cas, donc oui, je suis totalement d'accord avec toi. J'en reparlerai du coup à mon tour. Moi en numéro 3, j'ai mis Metroid Prime 4. L'Arlésienne, ça fait 7 ans qu'on l'attend, ça fait 7 ans que ce jeu est en développement. J'avais adoré la trilogie à l'époque que j'avais fait sur GameCube, et c'est vrai que de revoir Samus en FPS, revenir sur Switch, ça a l'air joli en plus pour un jeu Switch, je t'avoue, ça a l'air dynamique, sachant que le jeu en plus a connu un développement L, comme on dit dans le milieu. C'était agréable de le voir en tout cas, car encore une fois on l'attendait plus, donc Metroid 4 Beyond, de son petit nom, avec écrit en violet, en plus ma couleur préférée, ça tombe bien. Donc voilà, ça c'est mon numéro 3 en tout cas, de revoir Samus. Figure-toi, je l'ai pas mis dans mon top, c'était une mention, je l'ai pas mis dans mon top parce que... en fait, j'avais misé sur le fait que tu le ferais, ouais. J'avoue. Parce que sinon, évidemment, je l'aurais vu, j'aime trop Metroid et j'ai présenté Metroid Prime Remaster il y a peu. Bah ouais. Donc, ouais, non, c'est très cool. Après, il n'y a pas eu la claque graphique, mais encore une fois, console en fin de vie. J'y reviendrai peut-être. Voilà, console en fin de vie, je pense qu'elle fait ce qu'elle peut, mais le jeu va être assez fou. Et une ambiance très oppressante, hein. T'as vu, ça paraît très adulte, très glauque et tout. Enfin, j'ai beaucoup aimé. Bah, c'est ce que j'aime avec Metroid, en fait, c'est qu'on a vraiment une licence, des fois, à la croisée d'Alien, en fait. Et ça, c'est ce que j'ai retrouvé un peu dans cette bande-annonce, cette vibe-là, très film des années 80, 90, glauque et lugubre. Et encore une fois, une Samus qui pète la classe, quoi. Bon, fanboy que je suis de RPG, là vous allez en manger forcément avec mon top 1 et mon top 2, mais le 2, c'est Dragon Quest 3, HD 2D et remake, qui est prévu pour 2024, le 14 novembre. Donc c'est un peu ce que je disais, t'as vu, là on peut tout de suite se projeter à l'achat presque, donc ça va arriver vite, hein, le 14 novembre. Et en fait, la HD 2D, donc c'est remettre un petit peu au goût du jour tout ce qui est un petit peu old school, hein, comme graphisme, les graphismes 2D avec un effet de profondeur un peu, très très stylé. Et je trouve que c'est la nouvelle arme de Nintendo sur ces remakes, et qui est une façon concrète, je trouve, de compenser des faiblesses techniques de la console, de développer à moindre coût et de faire quelque chose qui est hyper moderne, artistiquement, très joli. En plus, Dragon Quest... Proche d'Octopath Traveler. Bah, c'est un peu Octopath Traveler et Bravely Default qui ont lancé cette direction artistique-là. Et en plus, le 3, donc, c'est la trilogie d'Elric, donc ma trilogie préférée de Dragon Quest. Rien à voir avec Alphonse et Edouard ? Non, mais il faudra qu'on en fasse un HS par contre un jour de Full Metal Alchemist. Il est déjà écrit. Ah ouais, bah elle le mérite. J'ai hâte de t'entendre. Et donc ouais, la trilogie d'Elric commence par l'épisode 3 d'ailleurs. Donc c'est normal d'avoir le 3 et le 1 et le 2 qui arriveront l'année prochaine. Donc une OST de malade. Enfin bref, moi je suis complètement conquis. Et évidemment, je passerai à l'achat Day One. Excellent top. Moi je l'avais mis dans mes mentions honorables, tu vois. Ah bah tu vois, bon, c'est bien, on se complète. Tu vois, bon, design d'Akira Toriyama, hein, forcément ça me parle, c'est des épisodes que je n'ai jamais fait et que j'ai toujours eu envie de faire. La vibe Octopath Traveler en plus est vraiment très très cool. Néanmoins, je trouve ça un peu moins clinquant pour l'instant, donc est-ce que c'est lié au streaming ou quoi que ce soit? J'ai hâte de voir ce que ça donne manette en main en tout cas. J'ai peut-être une petite peur, c'est que c'est vrai que les RPG de cette époque ont tendance à te spammer d'ennemis aléatoires. J'espère que ce sera pas toutes les 30 secondes, qu'ils ont corrigé un petit peu ça dans leur remake, mais en tout cas voilà, c'est un jeu que j'attends également beaucoup. Bah moi mon numéro 2 du coup vous le savez, c'est Mio, que j'ai beaucoup apprécié, j'ai trouvé ça très beau. Tu sais que moi les Metroidvania c'est pas ma came de base, c'est pas ce que j'aime le plus. J'ai fait le fameux Prince of Persia que j'avais trouvé cool. J'ai acheté le Mickey qui est sorti sur Switch, que j'ai un petit peu commencé à tester. Mickey Illusion Islands, voilà, c'était ça le nom. Je regarde ma boîte, que je trouve vraiment aussi très très cool. En plus il y a plusieurs modes de difficulté pour les noobs, mais ça n'empêche qu'il y a aussi du challenge, et c'est vrai que je commence à prendre plaisir à jouer à ce genre de jeu alors que c'est pas ma came de base. Et là ce qui m'a vraiment plu, c'est son design quoi. Moi j'aime tout ce qui est couleur, et là de voir un système coloré, pastel comme ça, c'est de la science-fiction en plus, on doit partir à la recherche d'un espèce de gros vaisseau spatial qui a disparu. On se retrouve vraiment avec toutes les patterns au final des Metroidvania, et j'ai été vraiment conquis et subjugué. Est-ce que je le prendrai sur Switch? Je ne sais pas, parce qu'après peut-être que aussi il sera peut-être plus intéressant à jouer sur une autre console. Je vais voir. Il sort sur PS5 aussi. Voilà, c'est ce que j'ai vu, donc je vais voir, mais en tout cas voilà, c'est pour moi un gros coup de cœur que je n'attendais pas et que j'ai mis en deuxième position du coup,
avant Metroid, tu vois, c'est dire. Ouais, mais c'est rigolo qu'on ait été tous les deux charmés par quelque chose qui sort de l'ordinaire. On n'attendait pas à voir ça chez Nintendo et ça a matché, tu vois. Et 2025, par contre, attendons de voir quand précisément. Mais... Voilà, 2025. En plus, le fait que ce soit présenté en conférence Nintendo, c'était une très bonne idée, parce que ça permettait de changer aussi des carcans habituels de Nintendo. Et oui, pour moi, c'était un sans faute. Ton top 1, voyons voir, un RPG, donc je crois savoir de quoi tu vas me parler. Ah, tu penses ? Ah bah, ça serait pas celui de Sakaguchi par hasard ? Ah bah oui, ouais, ok. Voilà. Tu m'as grillé. Je pensais que t'aurais misé sur le fait que j'aurais choisi Zelda, The Legend, pardon. Non, Zelda. parce que je pense que tu as misé que je choisis The Legend of Zelda. Tu me l'attends. C'est ça. Bon, ouais, tu m'as c'est de la contre-inception, tu vois. Ouais, on s'est fait de l'Inception tous les deux là. Donc ouais, non, c'était Fantasian Neo Dimension forcément, qui sort à l'hiver 2024, donc qui sort aussi cette année. Et en fait, Fantasian, c'est un véritable coup de cœur pour moi. C'est un jeu qui est sorti d'abord exclusivement et pendant très longtemps sur l'Apple Arcade. Je pense qu'il y a presque 10 ans maintenant. Et qui est en effet le dernier gros jeu de Sakaguchi, donc le papa de Final Fantasy tout court, pardon, la saga. Saga chère à mon cœur évidemment, et aussi la dernière bande originale complète de Uematsu, Nobuo Uematsu, donc le légendaire. Et ce qui est extrêmement, comment je peux dire, rafraîchissant avec ce jeu, c'est que c'est du JRPG classique, mais tous les décors sont faits en diorama, donc des petites maquettes physiques faites par des artistes dessinées, prises en photo, et nos personnages ils évoluent en 3D dessus, donc ce qui donne un charme fou à ce jeu, mais vraiment. Tout en ayant en plus dépoussiéré les mécaniques de JRPG à l'ancienne. Pour en citer qu'un exemple, c'est les combats aléatoires. Ça nous saoule tous quand il y a des monstres qui pop. Et bah quand ça arrive, on peut stacker le combat, on peut le mettre dans une petite jauge, ne pas le faire, mettre dans une petite jauge. Et quand on en a beaucoup de stacker, d'additionner, et bah là on décide de faire le combat qui sera en plus un peu plus difficile, plus valorisant, plus sympa. Donc ça permet de gérer sa difficulté, de pas être trop embêté par les combats aléatoires. Et en plus le tour par tour, il y a un système il faut bien choisir la trajectoire de ses projectiles pour toucher les ennemis. C'est original, ouais. Ouais, en fait, ils ont vraiment dépoussiéré le JRPG tel qu'on le connaît. La BO, en plus, est magnifique, le jeu est magnifique, le scénario est très cool. Bref, ça va être une tuerie pour si vous l'avez jamais fait. Faut vraiment se lancer, quoi. C'est vrai que moi, j'ai beaucoup apprécié l'ADA. Le système de combat que j'ai vu aussi avec les petits arcs de cercle justement pour gérer la direction, moi ça m'a c'est pas mal, hein. Ça m'a pas mal conquis. Tu sais que je suis pas fan de JRPG de base, surtout en termes de design. Là pour le coup le design n'est pas non plus trop ma cam, mais je sais pas, ce fait que ce soit un peu vu de dessus, tu vois, comme ça, il y a un côté très très old school en fait, qui m'a beaucoup plu, et ce côté diorama, parce que tu sais que j'adore moi tout ce qui est diorama de base, ce côté où j'ai l'impression de voir du carton comme ça autour, ça m'a aussi conquis, et c'est vrai que je l'ai mis dans mes mentions honorables du coup. Pour ton top 1 du coup, voilà. Tu le sais, hein, c'est The Legend of Zelda Echoes of Wisdom, comme j'aime l'appeler, The Legend of Link, par exemple. C'est cool. Je m'y attendais pas du tout. C'est le même design que le dernier Zelda qui était sorti sur Switch en 2D. Le fait de se retrouver avec Zelda, donc elle va pas se battre avec une épée, mais qui va utiliser des pouvoirs magiques pour avancer, c'est une putain de bonne idée. De jouer Zelda aussi, moi c'est cool. C'est un personnage voilà, c'est un personnage que je voulais jouer, et le fait de pas avoir un skin de Link, c'est vraiment, elle a ses propres choses, elle va pouvoir créer des choses et tout. Ça m'a vraiment plu. Encore une fois, cette ambiance, ce design un peu pâte à modeler là, j'aime beaucoup pour la saga Zelda. Certains parlent peut-être d'une trilogie justement, que ça serait le 2e épisode. Est-ce que c'est des rumeurs ou les gens affabulent, je ne sais pas, mais en tout cas pourquoi pas. Mais oui, je suis très content, et c'est exactement le genre de jeu que je recherchais sur Nintendo Switch. Donc je l'ai déjà précommandé bien sûr, et j'ai hâte de le faire en tout cas. Bon écoute, tu nous le feras en chronique, je te le laisse. Je le ferai en chronique, c'est prévu, j'allais te le dire justement. Et écoute, 26 septembre le jeu, en plus pas loin de mon anniversaire, donc j'ai hâte de t'entendre. Et ce que j'ai aimé avec ce jeu, cette présentation, c'est que c'est vraiment un jeu à concept, encore une fois. Oui, Nintendo, c'est ça qui est cool en fait. Pense au gameplay, tu vois, ça change tellement des AAA génériques qui sont très bons, qui sont très beaux, photoréalistes et tout, mais là, t'as Zelda qui va utiliser des échos, donc qui va réutiliser des objets, les balancer, des ennemis,
Enfin, je trouve ça vraiment brillant encore une fois. C'était Ubisoft qui nous aurait mis un skin et puis bim, rouler jeunesse, quoi. Là, on part vraiment sur un autre gameplay dans le même univers avec un autre personnage, un peu comme Princess Peach qui avait son propre gameplay par rapport au jeu Mario, ou même Luigi qui a son propre gameplay. C'est pas des reskins, et on joue vraiment des personnages secondaires qui sont mis en avant, mais avec leur propre histoire, avec leur propre identité. Et ça, c'est ce qui m'a vraiment conquis. Donc, quand je l'ai vu, c'était parfaitement sensé que ce jeu sorte maintenant. La Switch Lite aussi est très cool. Elle est très belle. Je pense que je vais la prendre, hein, j'avoue. Ouais, je vais pas l'acheter parce que bon, j'ai déjà une Switch à la maison, Zelda TOTK, et une autre Switch Lite en plus à la maison, même si c'est une standard. Je préfère garder mes thunes pour acheter éventuellement un PC de guerre. Mais pour l'instant, voilà, je la trouve vraiment très très belle, et je me dis après, bon, je vais rester sérieux. J'ai déjà craqué beaucoup mon slip sur cette fin d'année, en tout cas. Mais voilà, c'est comme tu dis, jeu à concept, c'est cool. Est-ce que toi, t'as des mentions honorables? Est-ce qu'il y a des choses que tu as vues qui t'ont un petit peu, titillé la rétine? En fait, j'en ai plein. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je vais en citer 3. Surtout que tu m'as aidé avec tes mentions honorables, enfin ton top qui croisait mes mentions honorables, mais je vais t'étonner sur le premier, mais en fait j'ai presque envie d'y jouer avec toi. C'est Looney Tunes. Luigi. Non, enfin, le Looney Tunes, Mario Luigi aussi, j'avoue. Mais le Looney Tunes Wacky World of Sport, en fait, j'ai trouvé la direction artistique en cel shading vraiment très rigolote. Je sais que t'aimes pas trop les jeux de sport, mais t'aimes bien les Looney Tunes. Carrément, ça me fait de l'œil, en plus, je t'avoue, le côté Space Jam avec et tout. le Taz de Tasmanie et tout. Bah ouais, j'ai pensé à toi. Et j'ai été vraiment charmé, moi, par la direction artistique et ce genre de jeu, pareil, un peu sympa, familial et tout. Donc, celui-ci me fait très envie. Ensuite, j'ai noté Pharmagia. Donc qui est par le chara design, c'est le mangaka de Fairy Tail, tout à fait, un RPG dans lequel on a des compagnons, donc un mix entre Dragon Quest Monster et Pikmin. Ça sort le 1er novembre, donc je serai au taquet. Et j'essaie de faire vite parce que c'est vrai Nintendo nous a pris du temps, mais la dernière mention honorable va t'étonner, c'est la mise en avant encore une fois de leur service Nintendo Switch Online avec le pack additionnel où t'as Zelda Force Sword qui arrive, Metroid Zero Mission que j'adore, t'as Turok de la Nintendo 64 avec Perfect Dark aussi. Ce service, je l'aime beaucoup, je l'utilise vraiment régulièrement pour jouer à des jeux GBA et tout, donc franchement ça c'est cool quoi, j'aime beaucoup. Ouais, je suis d'accord avec toi. Bon, moi j'avais mis dans mes mentions honorables Dragon Quest, ça je te l'ai dit tout à l'heure. J'ai mis également le Mario Party Jean-Bonry. Ah oui. Excellent. C'est le jeu où t'as le plus de mini-jeux Mario Party. 17 octobre. Tu sais que j'adore les Mario Party et je vais devoir racheter des Joy-Con pour jouer à plusieurs là-dessus. En tout cas, là, je suis saucé, je ne te le cache pas. On va fasse une soirée avec nos auditeurs, peut-être, avec quelques auditeurs, ça peut être sympa. Ouais, ça pourrait être marrant. En plus, il y a plus de 110 jeux, ils annonçaient, donc mine de rien, il y a de quoi faire et je pense pas que ce sera trop répétitif en tout cas. Et le DLC gratuit de Disney Illusion Island, du coup. Pareil, un DLC gratuit qui rajoute un pan d'histoire en plus. C'est sorti un peu de nulle part, j'en avais pas entendu parler. Et c'est cool, encore une fois, ça fait vivre la communauté, comme quoi t'es pas obligé de payer 30 balles pour avoir un DLC en plus. Donc super cool en tout cas, j'adore le design de ce jeu en plus, je vais peut-être en faire un test cet été. Mais voilà, je mets dans mes mentions honorables et le Mario et Luigi. Alors pas que le jeu m'intéresse plus que ça, mais je trouve la direction artistique très jolie en fait. Il y a un petit côté, je sais pas, je trouve comme s'il y avait un reskin un peu des personnages. Et ouais, ça me tente bien aussi, donc à voir ce que ça va donner en tout cas. Bah, tu vois, on était gâtés quand même, c'était pas mal. Ouais, c'est clair. Bon, après, ils ont montré aussi Nintendo World Championship, tu sais, la NES Edition que j'ai précommandé en collector. Donc, j'ai hâte de l'avoir, je la prendrai en photo. Je l'ai pris vraiment pour l'objet, en fait. Tu sais, c'est la compile de jeux speedrun. C'est une compile de jeux speedrun, en fait. Okay. Pour Switch. Il y a des jeux NES et tout. Et voilà, c'est pour avoir la cartouche dorée et puis l'objet, en tout cas. Et j'étais content d'en voir un petit peu plus là-dessus. Toi, je pense que ça peut te plaire, toi qui aimes beaucoup les speedruns et tout. Du coup, je pense que moi, je vais essayer de speedrunner certains jeux pour essayer d'avoir un peu de skill, pourquoi pas. Pour te la raconter, pour flex. Mais pour me la raconter, tout à fait. Est-ce que tu as des déceptions, des choses que tu souhaiterais justement partager avant la fin? Pas tellement. La seule chose, après, je veux pas que ça fasse vieux mec relou, mais voilà, c'est vrai que bon, elle est en fin de vie. Hein. Les gros jeux Metroid, moi, j'aurais apprécié. Non, je déconne. J'aurais apprécié, c'est vrai, avoir une plus grosse claque graphique, ce genre de petites choses. Enfin, ouais, c'est vrai. C'est vrai que j'ai envie de passer à l'étape supérieure avec la Switch, parce que moi, il y a un truc que j'aime pas du tout avec la Switch, c'est vraiment son interface, c'est lent et tout. Enfin, moi, j'ai besoin que tout ça soit un petit peu plus valorisant. Je cherche pas les graphismes, hein, mais vraiment plus valorisant, meilleure interface, tout ça. Donc j'ai hâte qu'on passe à la génération suivante. Je pense que c'est bientôt.
C'est bientôt là. Surtout qu'on a des CSD partout maintenant, on a l'habitude des choses qui vont. Bah oui. Donc, ouais. Non, moi, il n'y a pas eu Zelda Wind Waker remake ou remaster. Voilà, décidément, je vais l'attendre à chaque conférence, il viendra pas. Et oui, pour Donkey Kong Country Returns HD, pourquoi ? Est-ce bien nécessaire ? Il était sorti sur Wii U, je crois, de mémoire. Sur d'accord. 3DS en plus derrière, donc il revient encore une fois. Sachant que moi, j'ai les versions Super Nintendo qui sont encore très très jouables. Ouais, non, voilà. Parce que je me dis, j'aurais préféré Wind Waker, justement. Je comprends. Légitime. Nous en avons fini avec la partie Nintendo Direct, donc c'était un petit peu plus long que prévu en fait. On était enthousiastes, voilà, on était contents. Comme des vieilles. Donc on va totalement changer d'ambiance, donc 2 salles, 2 ambiances comme on dit. On va parler de Star Wars Knights of the Old Republic, juste après le thème principal du jeu. Tu me gâtes. Voilà. Star Wars Knights of the Old Republic, aka KOTOR pour les intimes, donc je vais l'appeler comme ça, ça va être plus simple. Il est sorti en 2003 et c'est sans aucun doute l'un des jeux les plus emblématiques de la franchise Star Wars. Il est développé par BioWare et publié par LucasArts. KOTOR a réussi à capturer l'essence de l'univers Star Wars tout en introduisant un nouveau lore qui a enrichi la franchise. Je me souviens du moment où j'ai inséré le disque dans ma vieille Xbox, l'écran de démarrage, oui c'est Père Castor, raconte-moi une histoire. L'écran de démarrage est arrivé et j'ai été transporté dans une galaxie lointaine, très lointaine. J'ai créé mon personnage, une Jedi en quête de vérité, et j'ai commencé mon aventure. Dès le départ, les choix se sont imposés à moi. Dois-je être un Jedi et choisir la lumière, prêt à sacrifier ma vie pour les autres ? Ou bien succomber à la tentation du côté obscur et devenir un seigneur Sith, assoiffé de pouvoir. Les dialogues étaient riches, les personnages complexes. J'ai rencontré Kart Onasi, un pilote de la République hanté par son passé. J'ai rencontré Bastila Shan, une Jedi au destin mystérieux. Chaque décision que j'ai prise a eu des conséquences. Sauver un village d'une attaque de pirates, trahir une alliée pour obtenir des informations, ou simplement choisir mes mots lors d'une négociation délicate. J'ai senti le poids de mes actes, comme si l'univers entier reposait sur mes épaules. Et puis, il y avait Dark Revan, l'ancien Jedi devenu Seigneur Sith, dont l'ombre planait sur toute la galaxie. J'ai découvert son identité, et j'ai dû décider de le vaincre et restaurer la paix, ou le rejoindre dans sa quête de domination. Mes mains tremblaient sur ma manette, c'était une grosse manette à l'époque, et j'ai choisi la voie de la lumière. Mais était-ce la bonne décision ? Lorsque j'ai affronté Malak, le disciple de Dark Revan, j'ai ressenti une montée d'adrénaline. Nos sabres laser se sont croisés et j'ai su que le combat déterminerait le sort de la République. J'ai gagné, bien sûr, mais à quel prix ? Les sacrifices, les pertes, tout cela m'a marqué à jamais. KOTOR n'est pas seulement un jeu vidéo, c'est une expérience, un voyage émotionnel à travers une galaxie fascinante. Mais pourquoi ? Déjà, l'un des points forts de KOTOR est sans doute sa création d'un nouveau lore. Le jeu se déroule 4000 ans avant l'émergence de l'Empire Galactique, une époque où les Sith sont nombreux et la République est en danger. Ce cadre offre une toile de fond riche pour une histoire complexe et engageante qui explore des thèmes familiers de la franchise Star Wars, tout en introduisant de nouveaux personnages, de nouvelles planètes et de nouvelles intrigues. Le jeu offre une véritable liberté de choix avec des décisions qui ont un impact réel sur l'histoire et le développement du personnage. Enfin, les personnages de soutien sont bien développés avec leurs propres histoires, leurs propres personnalités et surtout leurs propres quêtes secondaires. Je pense que c'est vraiment la partie choix qui a marqué le plus les joueurs. C'est vrai que ça, c'est un élément très très fort qui a séduit beaucoup de monde. Exactement, et c'est ce jeu-là qui a lancé toute la vague BioWare qu'on connaît, et surtout son descendant spirituel, Mass Effect ou même Dragon Age qui va revenir prochainement d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Mais il a inspiré, c'est vrai, beaucoup de RPG occidentaux. Exactement, c'est le patient zéro pour moi du RPG occidental. Le voyage épique à travers des mondes variés, chacun avec son propre biome et son atmosphère distincte. Donc on a Taris, Dantooine, Tatooine, Kashyyyk et Menam, qui sont en tout, ça crée 5 planètes différentes qui offrent chacun un nouveau défi, une nouvelle histoire, une nouvelle ambiance. Le renouvellement de l'intérêt réside dans la diversité des environnements, des quêtes et des personnages que vous rencontrez au gré de vos pérégrinations, que vous soyez en train de combattre des droïdes sur Tatooine ou de négocier avec des autochtones sur Kashyyyk. Ça sera à chaque fois différent et les choix auront un impact. Encore une fois, le choix est très important.
De plus, quel serait un jeu Star Wars sans une musique qui accompagne le jeu tout entier. Donc les musiques de KOTOR sont un mélange habile de tradition et d'innovation, créant une bande-son qui évoque l'univers bien aimé de John Williams, tout en apportant une touche de nouveauté pour cette époque ancienne de la saga. Donc Jeremy Soule, c'est le compositeur, il s'est inspiré du travail emblématique de John Williams, bien sûr, qu'il avait fait sur les 6 films Star Wars à l'époque. On retrouve des éléments familiers tels que les fanfares héroïques, le thème des Jedi et des Sith, et les orchestrations symphoniques grandioses. La musique évoque même une épopée galactique avec des cuivres triomphants et des cordes envoûtantes. On est en terrain conquis. Cependant, Soule a également innové. Il a intégré des sonorités plus électroniques, des rythmes tribaux et des instruments exotiques pour refléter l'ancienneté de cette époque. Les pistes de combat sont plus dynamiques, avec des percussions énergiques et des chœurs mystérieux. Les thèmes planétaires sont variés, des mélodies douces pour Dantooine aux rythmes plus martiaux pour la planète Taris, qui est la planète des Sith d'ailleurs. Mais KOTOR n'est pas sans défaut. Bien sûr. Donc le gameplay est vieillissant. Déjà, le système de combat de KOTOR est basé sur le tour par tour, avec des dés, un peu comme un jeu de rôle à la Donjons et Dragons. Bien que cela ait été novateur à l'époque, il peut sembler lent et mécanique aujourd'hui. Les animations des combats manquent de fluidité et sans impact. Les déplacements des personnages sont parfois maladroits, avec des bugs de caméra. Les joueurs actuels, clairement, peuvent trouver le système très peu intuitif et des mécaniques de combat maintenant assez désuets, quand on le compare surtout à du temps réel, en tout cas. Pour juste partager un petit peu mon expérience, moi je l'ai relancé il y a peu de temps, Kira, et j'avoue le gameplay il m'a fait un petit peu décrocher. Je suis pas allé au bout, j'ai pris plaisir à me replonger vraiment dans l'univers, comme tu dis, tout ça, mais le gameplay m'a un petit peu sorti du truc, ouais. C'est vrai, c'est difficile, et encore une fois, déjà à l'époque le gameplay était clivant. Rigide. Et énormément de fans à l'époque avaient crié un haut scandale s'ils s'attendaient à un jeu plus typé action ou éventuellement du tour par tour. Là c'est un espèce de mélange bâtard entre les deux, et j'avoue que ça me saoulait déjà à l'époque et encore plus maintenant en fait. Ouais. De plus, les animations faciales et corporelles des personnages sont rudimentaires, les expressions sont limitées, les interactions manquent de réalisme, les cinématiques, bien que extrêmement narrative et bien doublée, souffre également de ce manque de détails et d'expressivité. Les raisons sont connues, les contraintes techniques de l'époque. Le jeu est sorti en 2003. Forcément, même si c'est pas, en fait, c'est des remasters plus que des remakes concrètement. Les zones explorables également sont plus cloisonnées, plus petites. Les planètes sont composées de quelques zones distinctes et les transitions entre celles-ci souvent on va dire coupées de temps de chargement. Donc c'est vrai que je l'ai moins ressenti sur Switch par exemple, parce qu'avec la cartouche c'était beaucoup plus rapide à charger, mais on se retrouve malgré tout avec un petit écran noir qui dit que le jeu charge un écran noir ou un écran écrit Star Wars en tout cas. Au niveau des plus et des moins, donc moi j'ai noté la Vieille République, donc The Old Republic, qui est pour moi le meilleur terrain de jeu que j'ai joué dans un Star Wars. S'éloigner de la famille Skywalker, ça fait du bien, et surtout partir comme ça 4000 ans en avant, ça permet vraiment d'avoir la possibilité de faire quelque chose de neuf avec cet univers, et ça c'est très cool. L'écriture qui est vraiment somptueuse, les personnages secondaires, tous les personnages qu'on va croiser sont chacun attachants à leur manière, il y en a qu'on aime détester, il y en a qu'on adore. J'avais un droïde avec moi souvent qui m'appelait sac à viande, ça me faisait beaucoup rigoler, un espèce de vieux droïde nihiliste et tout. Des fois j'avais l'équipe du fun, j'avais un droïde et un mercenaire avec moi qui passaient leur temps à critiquer tout le monde et à s'insulter, donc du coup c'était drôle. Donc voilà, on a vraiment cette sensation d'avoir une équipe hétéroclite, et voilà, c'est ce qui fait la force des jeux BioWare toujours, et à l'époque déjà on sentait bien cette tendance. Le passage du rite Jedi ou Sith, c'est-à-dire qu'on choisisse la voie de la lumière ou de l'ombre, on doit passer un rythme de passage, et suite à ça on a le droit à notre premier sabre laser, donc ça intervient au bout de plusieurs heures de jeu. C'est-à-dire au début on a des vibrolabs tout pourris, ou éventuellement nos armes, nos blasters, mais dès qu'on commence à avoir des sabres laser, là ça commence vraiment à être cool, on retrouve les bruitages, nos persos ils font des saltos et tout, donc voilà, même si le gameplay reste vieillissant, ça reste toujours cool à voir, et surtout c'est de l'aventure avec un grand A, et ça fait plaisir, parce qu'encore une fois ça manque de nos jours des jeux d'aventure aussi pointus et aussi exigeants, et comme quoi ils ont fait ça en 2003 sur une galette DVD, enfin les gars ils étaient chauds quand même. Ah ouais, bien sûr. Très ambitieux.
Au niveau des moins, le système de combat, bon, j'en ai parlé suffisamment tout à l'heure, hein, clairement, c'était déjà nul à l'époque, c'est toujours nul maintenant. Si vous arrivez à passer outre, vous allez vous éclater. Mais non seulement c'est pas très intuitif, mais en plus c'est pas très beau. On a un système, en fait, une petite icône qui apparaît en bas de l'écran, ça met le jeu sur pause, et on doit choisir des icônes qui nous permettent de faire des actions préprogrammées. Le seul truc, c'est qu'on peut avoir 3-4 actions qu'on programme à l'avance, et ça nous oblige à spammer assez régulièrement, parce que si on se retrouve sans rien dans les petites cases allouées à ces icônes de combat, notre personnage ne fera plus rien et du coup se fera défoncer. Ce qui est assez frustrant, j'avoue. Et très daté techniquement, je l'ai sur Xbox, c'est rétro-compatible, je le joue sur Switch, pourquoi ? Parce que sur petit écran c'est quand même beaucoup plus agréable. Donc si je peux vous donner un conseil, faites-le sur Switch en tout cas, ça me paraît être la meilleure version en tout cas pour le moment. Pour conclure, Star Wars Knights of the Old Republic est un joyau de la franchise Star Wars. Malgré ses défauts qui peuvent être rédhibitoires, il offre une expérience de jeu riche et immersive qui a laissé une marque indélébile sur l'univers Star Wars. C'est un jeu qui mérite d'être joué par tous les fans de Star Wars, par tous les amateurs de RPG. Il n'a jamais été égalé de par son contexte et pour moi, ça reste le numéro 1 des jeux Star Wars à ce jour. Ouais, je comprends. C'est vrai que c'est un jeu qui a marqué énormément de joueurs. Je pense que beaucoup seront contents d'avoir ta chronique pour ce moment de nostalgie. Moi, ce qui m'a vraiment séduit et pourquoi aussi je le mets sur un rang de jeu culte, c'est le côté RPG. Hein. Tu l'as dit, moi j'étais déjà rôliste à l'époque et on l'est toujours. Mais c'est vrai que on a vraiment l'impression d'une partie de jeu de rôle. Et avec le choix de la force, du bien ou du mal. Enfin, ça, c'est quelque chose qui est très présent, les choix, on l'a dit. Enfin, c'est vraiment un jeu de rôle, quoi. C'est vraiment comme si on était autour d'une table avec ses potes. Et en ça, j'aime beaucoup cet aspect du jeu. C'est ça. Le jeu fait malgré tout par belle ou aléatoire via le système de jet de dés, ce qui peut être frustrant également, et moi c'était ma plus grosse frustration parce que tu sais j'ai pas vraiment de bol au dé de toute manière, qu'il soit virtuel ou en vrai, les dés et moi ça fait 2 clairement, et je l'ai déjà ressenti des fois. J'avais un personnage qui était complètement pété et mes jets de dés étaient tellement mauvais que je me suis fait éclater et game over, mais voilà, ils ont voulu faire un Donjons et Dragons dans l'espace et ça se ressent, et d'ailleurs je crois que les mécaniques de Baldur's Gate sont un peu équivalents avec des jets de dés pendant les combats et tout. Oui, tout à fait. Baldur's Gate 3, ce sont les règles officielles de Donjons et Dragons avec les jets de dés qu'on ne voit pas, enfin qui sont, quand on fait des choix, ils sont matérialisés, mais même en combat, c'est des jets de dés qu'on ne voit pas et on peut les rater, en effet, faire des échecs critiques, etc. Je sens que je vais m'éclater sur Donjons et Dragons. J'ai hâte de voir tes péripéties, ça va être rigolo. Oui. Donc ainsi se conclut ma chronique de Star Wars KOTOR, disponible en ce moment en rétrocompatible sur Xbox. Il n'est pas encore disponible sur PlayStation de mémoire, j'ai regardé, en tout cas je n'ai pas vu de compile, et vous avez le compile Switch qui est disponible, et bien sûr sur PC, sur Steam, il est accessible très facilement et à moindre coût en tout cas. C'est à ton tour, tu vas nous parler de ta petite bande dessinée que tu nous as teasé tout à l'heure, donc on t'écoute. Tu as choisi quoi comme morceau de musique ? Alors, une musique, je vais pas décrire maintenant, vous verrez un petit peu après, j'expliquerai pourquoi le choix de cette musique. Surprise. Ça a un lien, je suis très mystérieux sur cette chronique, donc c'est Kaya, K-A-Y-A, une bande dessinée, donc en effet éditée chez Glénat, on les aime bien, c'est vrai, mais je crois qu'ils nous aiment bien aussi, des fois ils nous écoutent, donc merci à eux. Et en fait, cette bande dessinée va vous surprendre. C'est pour ça que je fais du teasing depuis tout à l'heure et que je vous dis de rester. Et je vais toujours pas révéler le petit élément de twist. Je vais par contre citer les scénaristes. Donc c'est Paola Barbato et Linda Cavallini. Donc ce sont des Italiens, vous l'aurez certainement reconnu à mon accent non italien horrible. Ouais, c'est limite les accents de House of Gucci en tout cas. C'est ça, on dirait Kira qui essaie de donner des noms japonais. Donc anglais c'est pareil. Anglais c'est pareil. Ouais, t'as vu, je m'améliore quand même. Ouais, ça va. Non, tu gères. Les dessinateurs, donc Linda Cavallini toujours, Lorenzo Lanfranconi et Emmanuel Tenderini en dessinateur. Je les cite parce que vraiment, ceux qui ont fait le job, voilà. Tu les as un peu souillés quand même. Ouais, désolé. Après, eux, je pense qu'ils nous écouteront pas, par contre. Donc, voilà, ne leur répétez pas, ne leur faites pas un petit courrier en italien pour leur dire que j'ai écorché leur joli nom. Donc, édité, je l'ai dit, chez Glénat, le genre du post-apo. Donc, ne soyez pas outrés tout de suite parce que du post-apo, c'est vrai qu'on en a mangé. Mais voilà, il y aura des petites choses à dire qui font du twist. 96 pages, 18 €. C'est sorti le 5 juin. Donc, on est dans l'actu quand même. Et donc, je l'ai dit, c'est
plus qu'une bande dessinée, c'est une expérience. Donc je vous laisse avec une petite musique et on vous explique pourquoi après. Ça te va, Kira ? Ça me va. Allez. L'histoire, Kira. Donc je vous ai parlé de post-apo. Donc oui, c'est du post-apo. Encore vous me direz, encore tu me diras, Kira. En même temps, le post-apo, c'est trop bien. En même temps, le post-apo, c'est trop bien, mais on pourrait avoir un certain sentiment de lassitude. Quand j'ai ouvert la BD, j'ai dit « Oh, du post-apo », tu vois. J'ai fait mon ronchon, mais finalement, c'est passé très bien. J'ai fait mon Kira, j'ai bougonné. Mais en fait, dans ce monde délabré, en proie au danger, Kira, la faune a muté. Donc déjà, c'est du post-apo où un peu à la Fallout, t'as des rats mutants. Bah là, pareil, la faune, elle a muté. Donc tu as des chiens qui ont des dents bizarres, qui sont tout bleus. Enfin bref, c'est chaud, c'est dangereux. Donc c'est le plus grand danger pour l'homme qui survit sur cette terre. Mais en plus, on va rajouter quand même une petite sous-couche de pollution de l'air. Donc si tu respires trop, tu meurs. Donc ça, c'est un peu ennuyeux aussi. Disons que la planète est hostile. Et c'est pas tout, parce que forcément... Les plantes veulent te bouffer Alors aussi. les plantes, peut-être pas trop, mais par contre, c'est toujours le même souci, hein. Quand tout va mal, bah les hommes aussi vont mal et s'entretuent, donc il y a la Biobrigade, une milice ultra violente et sans pitié qui sont là pour enrôler les survivants qui essaient de s'en tirer, pour les faire travailler dans des mines et extraire des ressources, le peu de ressources qu'il reste encore. Donc t'as la faune qui essaie de te manger, t'as l'air qui va finir par te tuer, et en plus t'as des gars armés qui essaient de te choper pour te faire travailler de force. Bonne ambiance. Bonne ambiance. Finalement, on se dit qu'on est quand même pas si mal dans notre société actuelle. Ça, c'est toujours bon de se le rappeler. Mais on va suivre Rio et sa petite sœur Kaya, donc Kaya, le nom de la bande dessinée, vous l'avez, qui tentent tous les deux de survivre dans ce monde qui est un enfer. Et ils cherchent, comme souvent, à aller dans le sud pour avoir une terre promise dans laquelle ils vont... qui serait a priori sécure, avec l'abondance en ressources, etc. Donc, oui, c'est du post-apo, oui, on connaît, c'est une histoire fraternelle entre le frère et sa sœur que l'on va suivre. C'est sur le papier, c'est du déjà vu, on peut dire peut-être. En tout cas, ça a les codes du post-apo. Mais il y a deux choses qui font que ça fonctionne très très bien. Déjà, le thème, tu l'as dit toi, Kira, c'est à la mode et généralement, c'est vrai que tout le monde apprécie le post-apo, donc on est en terrain connu. Mais aussi, un élément qu'on aime bien tous les deux, Kira, c'est que là, la BD est en one-shot. Donc one-shot, est-ce que tu peux expliquer ce qu'est le one-shot pour nos auditeurs qui ne sauraient pas ? Un seul volume suffit pour avoir toute l'histoire. Donc c'est pas des séries à rallonge, c'est l'avantage, c'est qu'on a un début, un milieu, une fin et rideau. Et c'est ça, on a dans cette BD qu'il y a un début, des péripéties au milieu, et une fin. Donc, on connaît encore une fois tous ces codes-là, mais là, ils sont condensés en un volume, ça passe très bien. On a un côté, pour faire un rapport avec le jeu vidéo, malgré qu'on est dans notre section hors sujet, à Last of Us, j'ai quand même retrouvé beaucoup de codes de Last of Us, forcément, tu te doutes, en plus avec le lien un peu fraternel, paternel, enfin, ça fait partie des éléments forts de la saga. Ça m'a fait penser à La Route aussi un petit peu, film que l'on adore tous les deux, en moins glauque, la BD, mais qu'on adore. Et pourtant La Route, ah ouais, parce que La Route c'est glauque. Hein, quand même. Oui, non, j'ai dit que la BD était moins glauque que La Route. Il n'y a pas de Viggo Mortensen qui est en train de calancher tout le film. Non. C'est quand même plus sympa, plus poétique, plus mélancolique. Et oui, on l'a dit, donc le format condensé du one-shot, bah, c'est un très grand intérêt, c'est que c'est dynamique, ça se lit bien, ça s'enchaîne, tu vois, tu as toute ton histoire en peu de temps, une grosse session de lecture, et ça, c'est quand même très sympa. Mais la deuxième grosse particularité, et j'y viens, c'est ce que j'ai teasé, je disais une BD, mais pas seulement, c'est que sur la première page de la bande dessinée, Kira, tu as un QR code. Pas pour te donner la carte du restaurant comme maintenant quand on va au restaurant, on scanne notre petit QR code pour savoir ce qu'on va manger. Là, on scanne le QR code pour savoir ce que l'on va écouter. Parce que oui, c'est ça qui est très cool quand on scanne donc ce fameux code. On arrive sur une page web où il y a 9 chansons. 9 chansons qui doivent être écoutées à un moment bien précis de la bande dessinée. Donc ils ont fait, tu vois, un mix bande dessinée et audio avec une consigne quand même d'écoute.
donc qui est quand le logo s'affiche, donc il y a un logo avec le titre de la chanson quand tu feuilletes pour te dire quelle chanson, enfin quelle musique écouter. Il n'y a pas de paroles, c'est que des chansons, enfin que des musiques, pardon. En fait, on doit stopper la lecture. C'est pas fait pour être une musique qui accompagne la lecture. C'est on stoppe la lecture, on écoute le morceau et on reprend notre lecture. D'accord. Tu vois ça, le truc ? C'est cool ça. Ouais. Bah, c'est très bien. En fait, elle est vraiment, comme je te dis, pas là pour accompagner et être en toile de fond. Elle est là pour marquer un arrêt dans ta lecture, pour t'imprégner d'une ambiance, parce qu'en plus, voilà, c'est de la très belle musique qui peuvent te permettre de transmettre des émotions. La musique, elle sert à ça aussi. Donc, en fait, tu vas mettre un son sur une image, les personnages vont vivre quelque chose, on va être dans une situation. Par exemple, à un moment, elle se retrouve emprisonnée dans un piège et tu vas avoir une musique un peu caverneuse qui va représenter le danger, qui va te faire comprendre que là, ils sont scellés, ils sont enfermés, et ils doivent s'échapper. Et donc, ces moments-là, d'interlude vraiment musical, ils sont essentiels parce que je te dis, il casse le rythme de sa lecture, mais dans le bon sens du terme. Ils te permettent de rentrer en symbiose avec l'œuvre et ouais, ça te permet d'avoir un lien avec Kaya, avec ce qu'ils vivent, avec les éléments dramatiques, avec les éléments contemplatifs, avec l'émotion. Et tu vois, ça c'est assez original. J'ai pas vu beaucoup d'œuvres comme ça. De la musique pour accompagner, oui, mais vraiment pour trancher la lecture, ça j'ai eu moins le cas. Oui, c'est vrai, c'est original et puis c'est une bonne idée du coup parce que ça te permet, comme tu dis, de te mettre dans l'ambiance ouais, c'est le genre de choses que j'aimerais bien voir un petit peu plus souvent. Je lis beaucoup les éditions Lovecraft de Gutanabe et c'est vrai qu'entre les chapitres, j'aimerais bien avoir aussi une petite BO en fait pour pouvoir me mettre dans le mood à chaque fois que je relance un chapitre ou un truc comme ça. Et j'y ai pensé la dernière fois et le fait que là tu en parles et que ce soit matérialisé, c'est une bonne idée. C'est une superbe idée, c'est très bien fait. En plus, la musique est magnifique, donc il y a des compositeurs de talent qui les ont faites. Et moi, vraiment, je te dis, l'élément fort, c'est que la bande dessinée, elle est conçue vraiment pour transmettre des émotions d'empathie par rapport au personnage que tu vas suivre. Et ces éléments qui vont t'éviter d'être trop frénétique dans ta lecture et donc de passer à côté d'éléments forts. Tu fais des scissions, tu te poses, tu fermes les yeux, t'écoutes la musique, t'es dans l'ambiance et tu reprends les péripéties. En fait, ça fait vraiment, tu vois, une transmission d'émotions qui est palpable et qui est vraiment très réussie. Je vois. En plus de tout ça, donc j'ai cité les dessinateurs. En fait, c'est une équipe donc italienne qui a beaucoup d'expérience. C'est des dessinateurs qui font ça depuis très longtemps. Ils ont fait Les Enfants du Crépuscule, qui était publié dans Les Humanoïdes Associés depuis 2006. Les Humanoïdes Associés, Métal Hurlant, quoi. Bah oui. Donc c'est pour ça que je cite, tu vois, en fait je vais pas citer tout leur palmarès parce que franchement c'est des gens très talentueux. Ils ont aussi travaillé, enfin Linda du coup a travaillé sur World of Warcraft, les chroniques de la guerre. Il y a Lorenzo, je les appelle par leur prénom maintenant, pas Lorenzo Lamas, je savais que t'allais faire la vanne donc je t'ai grillé la vanne. Ma série préférée, Le Rebelle. Non, c'est pas ma série préférée. C'est la numéro 2. Et avant, c'est Plus belle la vie. C'était pour encore une fois anticiper la vanne que t'allais me faire, mais ça, la Plus belle la vie, je l'ai pas vu venir. Mais notre fameux Lorenzo, lui, j'aime bien son parcours aussi. Donc, il fait du dessin depuis 2015. Il fait plein de choses. Mais aussi, il a travaillé pour Epic Games, West Studio, Riot Games. Donc ça permet aussi de citer un peu de jeux vidéo. Enfin bref, je vais pas encore une fois citer tout ce qu'ils ont fait, mais ils ont fait plein de choses. Tout ça pour vous dire que vous avez en plus derrière une équipe très talentueuse en dessin et toujours encore une fois, je trouve un dessin au service de l'émotion, de ce que va renvoyer le personnage au lecteur. Et c'est la grande richesse de cette œuvre, c'est tu vois toutes ces émotions qui circulent, qui se transmettent et qui sont vraiment très réussies. Et aussi, Kira, tous les deux, on est sensible à la couleur dans les bandes dessinées. Et là, la colorimétrie, non, c'est certainement... on peut dire. La coloration. La coloration, c'est pas pour les cheveux plutôt. Non, on n'est pas très sûr de notre couleur. Je pense pas que coloration, ça colle non plus. Mais en tout cas, la couleur, on n'a qu'à dire la couleur, elle est pas mal. Franchement, on n'a aucun terme, on n'est pas des artistes. Les artistes, c'est eux, c'est pas nous. Nous, on est juste des gars qui parlons derrière notre micro. Mais la couleur est vraiment très belle. Et, enfin, c'est... Ouais, j'ai été, tu vois, charmé visuellement, charmé par le propos et aussi dans les oreilles, c'était du caviar. Bon, en tout cas, ça fait vraiment envie. On peut la trouver où et à peu près à combien ? Eh ben alors, 18,50 €, j'ai retrouvé le prix exact. C'est chez Glénat, donc vous le retrouvez. Ouais, vous retrouvez ça partout. Et encore une fois, c'est une expérience un peu à part. Donc en conclusion, c'est un peu ce que je disais d'ailleurs. Kaya est une expérience un peu à part. Un peu à part.
En fait, c'était pas du tout ça que j'allais dire, mais je vais rebondir par rapport à ça. C'est une expérience à part, tout à fait. Non, c'est bien plus qu'une bande dessinée, c'est ça que je voulais dire, c'est une expérience. Donc au-delà de l'originalité de proposer des musiques qui s'inscrivent vraiment entre les chapitres, tout est de qualité. Le dessin, la narration, même l'édition. Alors là, franchement, Glénat ont fait un super travail. La couverture est magnifique. Ils sont très forts d'ailleurs sur les couvertures. Glénat, c'est souvent ce qui me fait passer à l'acte d'achat. C'est la beauté de leur couverture. Et donc cette œuvre, bien que courte, moi j'ai passé 1h30 dessus avec les musiques inclus. Elle m'a vraiment transporté. Émotions, j'ai beaucoup parlé d'émotions, mais elles sont assez mélancoliques, douces, parfois fortes. Je me suis vraiment attaché à Kaya, et encore une fois, je pense que le côté poétique de la musique a vraiment aidé à ça. Donc si vous recherchez un cadeau original, parce que franchement, pour le coup, la BD qui fait musique, c'est quand même original, ou si vous voulez vous faire plaisir à vous, franchement, allez-y, Kaya, c'est vraiment un petit coup de cœur pour moi de cette année en hors sujet. Ok, bon, en tout cas, ça fait envie. Tu vas nous mettre des petites photos sur les réseaux, qu'on puisse voir à quoi ça ressemble. Je vous mets des photos, je vous mets le lien en description, comme ça vous pourrez cliquer et acheter directement Kaya sur le site de Glénat. Ouais, pas acheter Glénat parce que ça peut coûter cher. Alors si vous achetez Glénat, j'espère que voilà, ce sera un peu grâce à nous et que vous nous mettrez bien derrière, mais non, pas acheter Glénat, mais acheter Kaya en tout cas, ouais, c'est un bon conseil, je pense pas vous décevoir, allez-y, franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés. Ainsi se termine la partie hors sujet, on fait un petit big up aux auditeurs pour... T'as noté des petits big up pour cette semaine ? J'ai noté des petits big up. T'as dû en noter un aussi, je pense. J'en ai noté un, tout à fait. C'est peut-être le Melki. Est-ce que c'est Melki, le roi des raccoons ou pas ? Non, c'est pas lui que t'avais noté. C'est Melki, le roi des raccoons, tout à fait. Tout à fait. Du coup, Melki. Je te laisse faire, vas-y, je te laisse faire. Melki, le roi des raccoons, j'ai noté que ça. Donc, si t'avais noté d'autres choses, c'est... Non, j'ai noté lui en tout cas. Merci. Enfin, tu nous as fait des messages très gentils sur X. J'ai plus la teneur des messages. Peut-être que toi, Tikira, t'avais noté. En fait, il nous écoute. Il a commencé à 0 du coup tous les épisodes. Il nous écoute au fur et à mesure. Donc forcément, il a un peu de retard. Là, il venait de terminer l'année dernière. Et donc, on lui fait une petite dédicace qu'il entendra quand il arrivera dans les épisodes. Ah oui, c'est vrai. Il était à l'épisode 50 ou 60, je crois. C'est ça, tout à fait. Et il rattrape. Donc tu nous entendras dans 6 mois, en fait. Ok. Non. C'est ça, dans 6 mois. En fait, en gros, on envoie. C'est comme les bouteilles que tu envoies à la mer, tu sais, les messages temporels, tu vois. C'est pareil, on envoie un message dans le futur. Notez aussi Exaldin. Donc pour faire un rapport avec ce qu'on a dit au début, il nous a mis un petit commentaire, 5 étoiles, tout ça. Il passe des très bons moments avec nous. Il aime l'ambiance, il aime les échanges. Il nous dit à consommer sans modération. Donc allez-y, consommez-nous sans modération, même si ça paraît un peu bizarre comme ça. Enfin, dit comme ça paraît un peu bizarre. Oui, mais allez-y, consommez-nous, on vous en voudra pas. Et l'autre pseudo que j'ai noté, alors là, ça va être chaud, il s'appelle Eshmounamash. J'espère que je l'ai pas écorché, mais... Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez choisi ces pseudos-là ? Quand vous nous envoyez des messages, ça serait sympa de le savoir, parce que des fois, on se pose des questions. On voit des pseudos, on fait « ouais ». Pourquoi ? On voudrait connaître la symbolique. En tout cas, contactez sur Instagram, il est fan d'Arcanum comme moi, donc un RPG qu'il faudra que je fasse en chronique aussi, rétro gaming. Donc ça s'appelle Arcanum Sortilège et Engrenage, qui est un RPG occidental, pareil, qui a peut-être 20-25 ans, mais qui joue sur la dualité entre la magie et la technologie. Et tu dois choisir durant ton aventure si tu penches plutôt vers la magie ou la technologie, ce qui t'ouvre des embranchements complètement différents. C'est passionnant. C'est vraiment un de mes... tu vois, je le mets au niveau de Fallout 1 et 2 en termes de RPG occidental. Moi, je vais faire un petit big up aussi à Jérém, qui a repéré ma ref à Karim Debache sur l'épisode de la semaine dernière. Donc, une ref plus ou moins cachée, on va dire. Et il m'indique également qu'il nous suit depuis l'épisode 7 et que c'est un plaisir, en tout cas, depuis la mort de Gamecult et de ce qui est devenu jeuxvideo.com, de suivre nos infos. Tu sais, car il est un petit peu feignant pour rechercher, en tout cas. Donc, c'est dire, hein, c'est pas moi qui le juge, bien sûr. Il adore Supernatural. On lui donne envie d'acheter plein de trucs et il nous écoute toutes les semaines. Donc, merci à toi, Jérém. C'est très cool, ton retour. On devrait prendre un petit pourcentage sur tout ce qu'on arrive à faire acheter aux gens. Je pense qu'on serait blindés, hein. On va se faire un petit lien, tu sais, Amazon, ouais. Tu vois, pour... un lien affilié. Non, dans notre politique, on réclame pas d'argent à nos éditeurs. C'est notre cadeau à vous, même si on vous connaît pas vraiment. C'est pour nous. Voilà. On réclame des likes et des partages pour être suivi davantage et pouvoir faire parler aussi de nous, tout simplement, de parler de notre passion. C'est vrai qu'en ce moment, les réseaux sociaux, c'est un peu anxiogène, je vous le cache pas, j'en ai parlé la semaine dernière, c'est aussi pour ça que j'ai parlé de KOTOR cette semaine, et ça fait plaisir de parler en toute bienveillance avec toi de
de jeux vidéo, en tout cas, d'éviter les sujets, on va dire, assez puérils de guerre de console ou de choses comme ça. Et c'est vrai que, en tout cas, on essaye de mettre de la bonne humeur et un côté feel good dans nos épisodes, en tout cas. Et ça nous donne envie de nous dépasser davantage à chaque épisode. Je te laisse le mot de la fin. Eh ben écoutez, sur ce beau message de paix et d'amour, voilà, jouez, enfin on va faire court, hein, mais jouez à ce que vous voulez, lisez ce que vous aimez, ce que vous aimez, ce que vous voulez. Achetez Kaya quand même, parce que ça franchement c'est cool. Regardez Supernat aussi. Regardez Supernat, jouez à KOTOR, mais surtout faites-vous plaisir, profitez bien, prenez soin de vous, et toi aussi Kira, prends soin de toi, et on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, ciao. Ciao.